Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans Durable, une émission d'Objectif Tech, le podcast produit par Capgemini qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio du 147. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore largement sous-estimé au sein des entreprises, l'eau. Selon une dernière étude menée par Capgemini avec le Forum économique mondial, la sécurité de son accès serait en train de devenir l'un des plus grands défis opérationnels d'un point de vue économique. Et tandis que la concurrence pour l'eau douce augmente, les investisseurs sont de plus en plus attentifs à cette ressource autrefois abondante et bon marché. Résultat, l'eau n'est plus seulement une question environnementale secondaire, mais un véritable enjeu stratégique et même un marqueur de crédibilité pour les entreprises, puisqu'elle conditionne directement leur capacité à produire, leurs coûts et leur résilience. Avec nous en plateau, deux professionnels pour nous aider à décrypter ce qui se joue en ce moment. Anne Le Guenec, tu es directrice des technologies de l'eau chez Veolia. À tes côtés, Flora Schmittlin, tu es responsable RSE, climat, eau, biodiversité du groupe Bell. Et puis notre chroniqueur, Fabien Bonicel, est directeur des technologies climatiques et environnementales chez Capgemini Engineering. Bonjour et bienvenue. Objectif Durable, une émission présentée par Valère Coréard. Merci d'accepter cette discussion. Alors, il y a cette première question qui se pose bien sûr, les impacts du changement climatique sur la ressource en eau dans vos activités respectives. Anne Le Guenec, tu es directrice des technologies de l'eau chez Veolia. Ces derniers temps, on assiste à de gros épisodes pluvieux un peu partout. Pourtant, 30% de l'Europe serait en situation de sécheresse régulière. Oui, j'ai conscience que c'est extrêmement difficile de le croire avec les pluies diluviennes qui tombent parfois. Mais effectivement, 30% de l'Europe est régulièrement en épisode de sécheresse. On ne parle pas de projection future, on parle de besoin d'action immédiate. Car la raréfaction de l'eau a commencé il y a bien longtemps. Et on estime que la demande en eau douce, d'ici 2030, dépassera de 40% l'offre. Il est donc urgent d'agir. Oui, manifestement. Flora Schmittlin, je le disais, tu es responsable RSE, donc climat, eau, biodiversité du groupe Bell. Vous mesurez le stress hydrique de vos usines depuis 15 ans et vos statistiques, elles aussi, parlent d'elles-mêmes. Effectivement, les chiffres sont assez parlants. En fait, on est passé de 23% des sites exposés en 2012 à 74% en 2025. Donc, on n'a pas déplacé nos usines. On voit très concrètement les impacts directs du changement climatique sur nos opérations. Et nous, on a évidemment besoin d'eau pour faire tourner nos usines, notamment pour les nettoyages de nos lignes de production, mais aussi sur le reste de notre chaîne de valeur, bien sûr, notamment pour produire notre lait, nos pommes, nos packaging. Et en fait, on a réalisé notre empreinte eau en 2023 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et là, le constat, il est super clair, c'est 90% de notre impact, il provient de notre scope 3, enfin nos émissions indirectes, en particulier sur l'amont agricole. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien l'évolution de cette empreinte au fur et à mesure des années. En fait, il y a 10 ans, nos vergers n'étaient pas irrigués. Aujourd'hui, on irrigue quasiment partout, même dans des régions comme le nord de la France. Donc, on voit que notre empreinte, elle augmente particulièrement, par exemple, sur les pommes. Et cette tendance, on le retrouve aussi sur le lait. On a mené une étude l'année dernière avec AXA Climate qui montre bien qu'il y a un impact direct du stress hydrique sur la production et donc, évidemment, du coup, derrière, sur le prix de nos matières premières. Donc, le sujet de l'eau, c'est plus seulement un sujet environnemental, mais c'est vraiment devenu un sujet très concret de la continuité business. Anne Le Guenec, directrice des technologies de l'eau chez Veolia, il y a aussi le sujet de la qualité. Évidemment, détecter des polluants, notamment qu'on ne détectait pas avant. Moins il y a d'eau et puis plus les polluants se concentrent. Donc effectivement, il y a plusieurs sujets qui s'entremêlent. Le premier étant la concentration des polluants dans l'eau, avec des épisodes diluviens qui viennent aussi laver les sols et donc ramener plus de pollution dans l'eau. Et le deuxième sujet, c'est vraiment effectivement celui que tu évoquais. On détecte aujourd'hui ce qui pourrait être un grain de sel dans une piscine olympique. Le grand sujet du moment, ce sont les polluants éternels, comme on les appelle, les PFAS, qui sont aussi des nouveaux polluants, mais qui ne font que rejoindre les perturbateurs endocriniens, les résidus de pharmaceutiques et bien d'autres de polluants qu'on connaît déjà depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Elles existent pour venir pallier au manque d'eau, elles existent aussi pour venir traiter l'ensemble de ces polluants, y compris les nouveaux, y compris ceux qu'on avait tant de mal à détecter.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment ces nouveaux enjeux sont pris en compte dans les opérations. Flora Schmittlin, chez Bell, vous avez été mandatée par le COMEX. Chez Bell, le sujet de l'eau, il date pas d'hier. On a commencé à travailler, je vous disais, sur nos usines depuis 2008, mais assez vite, en fait, on a compris que l'enjeu, il était beaucoup plus large. C'est aussi lié à notre ADN. On est une entreprise familiale. On a un président qui a fait le choix fort de mettre la RSE au même niveau d'importance que la performance économique. Et concrètement, ça s'est traduit par une approche très stratégique, très structurée de la RSE, déployée à partir de 2017 sur toute notre chaîne de valeur, vraiment de la ferme à l'assiette. Et ensuite, il y a plusieurs analyses qui sont venues confirmer et renforcer l'importance du sujet eau. Déjà en 2018, on a fait notre premier exercice de double matérialité qui est venu montrer qu'effectivement le sujet de l'eau, il montait déjà très fortement. En 2021, on a fait une analyse de la TCFD. C'est en gros voir les impacts du réchauffement climatique sur le business des entreprises. Et ça, on a vu qu'effectivement, le premier risque climatique pour Bell, c'est l'eau. Enfin, en 2023, notre empreinte eau, elle est venue objectiver tout ça avec des chiffres très concrets. Et en parallèle, il y a les analyses de stress hydrique, dont on a parlé déjà, qui montrent effectivement une très forte accélération des impacts du changement climatique. Et ça a vraiment poussé en fait notre COMEX derrière à nous missionner pour aller plus loin en s'équipant d'une ambition sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc cette ambition, elle est de régénérer la ressource en eau de la ferme à l'assiette. Et pour y arriver, on s'appuie sur 4 levées très claires: mesurer, éviter et réduire, régénérer et protéger et renforcer notre résilience. Mais après, une ambition, ça suffit pas, forcément. Il faut embarquer toute l'entreprise. Et pour ça, on a investi beaucoup dans la sensibilisation et l'engagement des équipes avec, par exemple, le déploiement de la fresque de l'eau qu'on adapte au contexte de Bell. Et aussi, on équipe les équipes d'outils pour vraiment les aider à intégrer la préservation de la ressource en eau dans les décisions du quotidien. Et Anne Le Guenec, pour Veolia, justement, chez vous, vous ne parlez plus de gestion de l'eau, mais carrément de sécurité environnementale. C'est une façon de faire remonter le sujet de manière stratégique, notamment pour vos clients ? Oui, on l'a complètement changé. On n'est plus aujourd'hui dans la gestion du long terme, on est dans la gestion du risque immédiat. C'est évidemment, et comme le disait très bien Flora, un sujet de COMEX, un sujet de conseil d'administration parfois, que de savoir si on attend que le risque se produise ou si on l'anticipe. Chez nous, chez Veolia, on anticipe, et donc notre plan stratégique Green Up, il vise d'ici à 2027 à réutiliser et économiser 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, que ce soit pour nos clients municipaux, industriels ou pour l'agriculture. Flora Schmittlin, responsable RSE climat ou biodiversité pour le groupe Bell, vous avez carrément fixé un prix sur l'eau depuis 2025, comme vous l'avez fait pour le carbone, c'est-à-dire ? Oui, alors en fait, le constat qu'on fait, et comme beaucoup d'industriels, c'est que l'eau, elle n'est pas assez chère pour vraiment valoriser les projets de CAPEX à la hauteur des externalités négatives du prélèvement de l'eau. Donc contrairement au carbone où le GIEC a défini en fonction de la trajectoire des entreprises, et nous on a fait le choix d'être alignés sur la trajectoire 1,5 degré, donc on a défini dès 2022 un prix interne du carbone sur cette trajectoire. Là, sur l'eau, il n'existe pas en fait de méthodologie officielle. Donc en fait, on est allé regarder, on a étudié différentes méthodologies, différentes approches, et nous on est parti sur une approche de double matérialité. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle le vrai prix de l'eau, c'est composé du prix qu'on paye par usine, après d'une dimension risque, c'est-à-dire que si une usine elle ferme pendant X jours, et ça on l'a projeté au stress hydrique à 2030, 2050, 2080, voilà, on a vraiment une capacité à évaluer l'impact potentiel du risque, donc c'est une dimension risque de fermeture d'usine, et on y a ajouté une dimension nature, parce qu'on sait bien que c'est pas la même chose pour la nature de prélever 1 litre d'eau au Maroc que de prélever 1 litre d'eau au Canada, et donc c'est ça qui constitue notre vrai prix de l'eau par usine. Ce prix, on l'a testé pour la première fois à travers un premier investissement dans l'usine d'Evron, qui avait un retour sur un investissement de 22 ans avec le prix eau payé par l'usine. Là, on est passé à un peu plus de 2 ans, une fois qu'on intègre ce vrai prix de l'eau. Et ça a vraiment permis d'aider à passer le projet en comité d'investissement. Et du coup, c'est une belle illustration de l'utilité pour les entreprises de définir effectivement un prix de l'eau. Anne Le Guenec pour Veolia, est-ce que ce sujet de la valorisation de la ressource en eau, ça invite à réfléchir au cycle de l'eau, notamment au sens économique ?
Oui, absolument, parce qu'on peut regarder le prix de l'eau, effectivement, comme le disait Flora, comme un investissement long terme, mais l'investissement nécessaire à pallier à une rareté, voire à une absence d'eau momentanée ou à une pollution, il n'a aucune commune mesure avec le risque que l'on encourt. Et donc l'investissement de départ, qui consiste à mettre en place des technologies, va lui pouvoir se regarder soit face à un risque, un peu dans une logique assurantielle, soit sur le long terme. Les technologies qu'on met en place, évidemment, elles sont liées au cycle de l'eau. Pour des raisons un petit peu folles, j'ai envie de dire, on regarde aujourd'hui l'eau en eau fraîche, eau de rivière, eau de mer, eau potable et puis eau usée. En fait, l'eau, elle est renouvelable. Et toute l'eau qu'on utilise à un moment a déjà été utilisée quelque part. Donc, c'est important pour nous, chez Veolia, de vraiment regarder le sujet de cette façon-là, avec un grand focus sur la réutilisation de l'eau, sa circularité, puisqu'on est tout à fait capable de recycler une eau usée domestique pour des usages industriels. C'est ce qu'on fait par exemple aux États-Unis en ce moment pour Amazon, AWS, qui au moment des pics de chaleur en été va utiliser l'eau usée traitée de la station d'épuration municipale située à proximité pour ses tours de refroidissement et assurer comme ça une boucle fermée et éviter de consommer de l'eau plutôt destinée à l'usage des collectivités. Et d'ailleurs, dans l'univers des solutions, vous avez toute une palette de solutions, de la prévention à la sécurisation d'une boucle fermée. Et oui, bien sûr, ça commence par la prévention, c'est-à-dire limiter les pertes en eau dans les réseaux, par exemple, réutiliser de l'eau en permettant le traitement d'eau usée jusqu'à un usage industriel, voire en eau potable. C'est ce qu'on fait en Namibie depuis 25 ans. En fait, les eaux usées traitées sont utilisées directement pour la consommation d'eau potable de la population. Mais bien sûr, parfois, la réutilisation, puisqu'aujourd'hui, elle n'atteint que 8% mondialement, c'est très faible. Parfois, elle ne suffit pas. Et quand ça ne suffit pas, eh bien, on a des technologies qui nous permettent de dessaler l'eau de mer. Et là, évidemment, ça s'adressait beaucoup à des géographies comme le Moyen-Orient, autrefois, des zones extrêmement arides. Aujourd'hui, le dessalement, on commence à l'utiliser un petit peu partout dans le monde. Et Flora Schmittlin, pour Bell, vous avez développé une solution, enfin chez Bell plutôt, j'imagine que c'est pas vous qui l'avez développé vous-même, enfin peut-être un peu, mais vous avez développé une solution pour la réutilisation des eaux issues du lait. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est justement sur cette usine d'Evron dont je vous parlais, où en fait, ça fait longtemps qu'on récupère une partie de l'eau issue de la concentration du lactosérum. Et en fait, une partie de cette eau qui est de très bonne qualité, elle est déjà réutilisée sur le site, notamment en chaufferie ou pour certains usages comme le nettoyage des camions, par exemple. Mais jusqu'à récemment, en fait, on était assez limité dans les usages possibles, en particulier pour des raisons réglementaires. On pouvait uniquement l'utiliser sur des applications sans contact avec les produits. Et là, en fait, il y a eu un vrai point d'accélération avec une évolution réglementaire en 2024 sur la réutilisation de l'eau dans l'agroalimentaire. On a d'ailleurs activement contribué à faire avancer aux côtés d'autres industriels parce qu'on voyait bien en fait qu'il y avait des freins qui limitaient des solutions pourtant vraiment pertinentes. Et donc on a lancé un projet avec des technologies de filtration membranaire et de désinfection pour pouvoir réutiliser ces eaux sur des usages les plus consommateurs du coup, comme le nettoyage justement des lignes. Et du coup, grâce à cette technologie, on va pouvoir récupérer jusqu'à 150 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par an uniquement sur ce site. Bonjour Fabien Bonicel. Bonjour. Tu es directeur des technologies climatiques et environnementales chez Capgemini Engineering. Alors de ton point de vue, est-ce que les solutions qui existent ou dont on vient d'entendre parler, est-ce qu'elles sont généralisables ? Alors à l'échelle internationale, pas forcément si facilement que ça. Je pense que la quantité et la qualité de l'eau sont intimement liées. C'est bien le manque d'eau en quantité suffisante qui nous amène aujourd'hui à trouver des solutions pour la recycler, comme ça a été évoqué. La qualité de cette eau en sortie des nouveaux procédés de recyclage soulève la question de sa qualité, et en particulier lorsqu'elle est utilisée évidemment directement par l'humain pour se soigner, se nourrir ou se laver. Et du coup, il y a un frein qui est l'acceptabilité. Une société dans un pays peut accepter un procédé de recyclage qui sera pas forcément accepté dans une autre partie du monde. Cela dit, dans une filière donnée,
Je peux prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique avec laquelle on travaille. Là, à l'échelle internationale, tous les pays sont entendus pour qu'on ait la possibilité d'éviter d'utiliser la distillation, de monter à ébullition l'eau qui est pourtant potable en entrée du procédé de fabrication des médicaments, en basculant sur des technologies d'ultrafiltration qui sont moins énergivores. Donc, dans une industrie donnée, on a des exemples qui se généralisent à l'échelle internationale. Tu nous parles d'ultrafiltration dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce que tu as d'autres exemples où la technologie contribue à mieux utiliser cette ressource qu'on peut qualifier de critique aujourd'hui ? Je peux donner 2-3 exemples. Capgemini, on a accompagné une start-up qui produit des protéines à base d'algues. Dans ce cas-là, la technologie permet de contrôler les caractéristiques de l'eau dans laquelle les algues sont produites. Dans un tout autre secteur, on accompagne Voies navigables de France pour déployer une solution de supervision sur 1600 écluses en France. Là, la technologie permet donc de mieux gérer et de mieux opérer nos canaux français qui sont utilisés pour l'agriculture, pour l'irrigation, qui sont aussi utilisés pour le transport fluvial. Donc la techno permet de rendre le transport fluvial plus compétitif. Et un tout autre dernier exemple, on accompagne un acteur cosmétique à réduire l'usage de l'eau dans les salons de coiffure. La technologie, c'est aussi des jumeaux numériques qu'on peut utiliser pour optimiser la conception et le pilotage des procédés. On comprend qu'à travers ces exemples, cette ressource est utilisée dans de nombreuses applications. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'écosystème ? Oui, on voit en effet que sur un même bassin versant, il y a énormément de cas d'usage où l'eau est juste irremplaçable en fait. Lorsqu'on parle de cycle de l'eau en France, il y a des acteurs publics, en particulier les agences de l'eau, qui jouent un rôle clé pour éviter qu'il y ait une compétition trop forte qui s'établisse dans le futur entre différents utilisateurs de cette ressource. Donc ces agences de l'eau, elles sont équipées de moyens de modélisation, simulation, qui leur permettent de prédire à long terme. Quand je parle de long terme, c'est sur des échéances à 30 ans ou plus, et investissent massivement pour anticiper ces risques à travers plusieurs chantiers, comme la réutilisation des eaux usées qui a été évoquée par Anne tout à l'heure. Il y a des expérimentations qui sont faites en Vendée par Veolia, je crois, justement, pour une réutilisation des eaux usées, justement. L'idée, c'est de se projeter à travers l'action publique sur vraiment du long terme. Et côté entreprise, c'est important de s'inscrire dans le temps long sur ces sujets ? Oui, Flora a parlé tout à l'heure de dispositifs qui permettent d'améliorer des chemins de décision pour investir sur des solutions qui visent à réduire la consommation d'eau. Mais on sait que si on regarde juste la facture de l'eau, l'investissement, ça a été évoqué aussi par Anne, l'investissement, le temps de retour sur investissement risque d'être très long. Et du coup, je pense que c'est vraiment important qu'au-delà de l'impact financier direct sur la facture en eau, les entreprises prennent, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus, cet investissement comme un palliatif, un moyen de réduire un risque qui peut être majeur. On a beaucoup de clients qui voient leur procédé industriel s'arrêter pendant des périodes d'été, ici en Europe, à cause d'arrêtés préfectoraux, parce qu'ils ont mal anticipé ces risques-là. Merci Fabien Bonicel, je le rappelle, tu es directeur des technologies climatiques et environnementales chez Capgemini Engineering. Il y a ce sujet aussi des coalitions, le sujet des partenariats. Flora Schmittlin, pour le groupe Bell, justement, vous avez mené un partenariat public-privé pour une 40aine de tourbières dans le Jura. En fait, les tourbières, elles représentent que 3% des terres émergées, et pour autant elles stockent près d'un tiers du carbone des sols, soit 2 fois plus que toutes les forêts du monde. Mais leur rôle, il ne s'arrête pas là. Ce sont aussi ce qu'on appelle des véritables éponges naturelles. On les appelle les reins de la planète, et elles sont capables de stocker et filtrer de l'eau, et donc de jouer un rôle essentiel à la régulation hydrique des territoires. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tourbières qui ont été dégradées, drainées, exploitées, et du coup, à la fois elles relâchent leur carbone, on parle quand même de 5% des émissions annuelles mondiales, et aussi, surtout, elles perdent leur capacité à réguler l'eau. Et donc, nous, on a signé un partenariat en 2024, partenariat public-privé, inédit, pionnier, avec le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, les épages du Haut-Doubs, Haute-Loup et du Doubs des Soubres. Et l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la réhabilitation et la préservation d'une 40aine de tourbières dans le massif du Jurassien. Et aussi, en parallèle, on a engagé un premier chantier pilote au Marais des Planches avec le syndicat du Haut-Rhône, dont les travaux vont démarrer très prochainement. Et en fait, ces projets qui sont clés, évidemment, pour le carbone, la biodiversité, ils sont vraiment clés pour ralentir
ralentir le cycle de l'eau et renforcer la résilience de nos territoires face au changement climatique. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel que les entreprises, elles s'engagent davantage pour financer ce type de projet. Et ça suppose de travailler en partenariat avec des acteurs publics, avec les territoires et aussi avec des entreprises qui partagent les mêmes bassins versants. Anne Le Guenec, pour Veolia, pour toi, il faut considérer le cycle de l'eau dans son ensemble. C'est-à-dire, il est indispensable de mettre tout le monde autour de la table sur ce sujet. C'est trop transverse, en fait. Oui, c'est trop transverse. On peut évidemment regarder une boucle fermée chez un industriel pour un industriel, mais les montages économiques imposent de voir un petit peu plus large et de faire exactement ce que disait Flora, c'est-à-dire plutôt regarder le recyclage d'une eau municipale pour un usage industriel ou agricole. À Argelès-sur-Mer, le recyclage des eaux usées de la collectivité nous permet de recycler 1,3 million de mètres cubes par an pour l'usage agricole et l'arrosage des arbres fruitiers, par exemple. Mais au-delà de ça, chez Veolia, nous, on considère qu'on a un rôle à jouer dans la compréhension globale de ce modèle circulaire de l'eau et on a réuni récemment l'ensemble de nos parties prenantes. 34 VIP qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Évidemment, nos clients, nos employés, nos actionnaires, mais aussi des associations, des représentants des jeunes générations, des collectivités qui se sont réunis pour vraiment réfléchir aux freins à la réutilisation de l'eau. Il y a des freins réglementaires qui se lèvent progressivement, mais qui ne nous permettent pas encore de déployer vraiment aussi vite et à l'échelle à laquelle on aimerait déployer la réutilisation. Il y a aussi des freins psychologiques, puisque les gens ont du mal à s'imaginer qu'ils vont boire de l'eau usée. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne devrait pas parler d'eau usée. On devrait juste parler d'eau renouvelable et d'eau recyclée. Ça a le mérite d'être clair. C'est important, la sémantique, vous avez parfaitement raison. Alors, il y a aussi ce sujet de l'absence d'un cadre cohérent, installé à l'échelle de l'économie mondiale. Ça peut être un obstacle. Flora Schmittlin, pour Bell, vous utilisez des standards internationaux, des outils aussi, peut-être pour montrer aux parties prenantes l'impact réel de vos actions ? Ouais, alors ce qui est important, c'est que on peut pas vraiment attendre que tous les cadres soient parfaitement définis pour agir. On est face à un enjeu systémique qui effectivement nécessite une mobilisation collective, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans des coalitions comme le CEO Water Mandate, où on travaille aussi avec des experts pour faire avancer les méthodologies. Par exemple, on a testé il y a 3 ans la méthode du SBTN qui est là pour aider les entreprises à définir leurs objectifs sur l'eau, aux côtés de 17 entreprises pilotes. Et il y a aujourd'hui une nouvelle version qui va arriver. On est en train d'explorer quel bassin laitier pourrait porter ces objectifs. Mais au-delà de ces cadres, en fait, encore une fois, le vrai enjeu, c'est vraiment agir dès maintenant dans l'entreprise. Et ça passe par la création de nouveaux espaces de discussion, surtout par des outils concrets qui permettent aux équipes vraiment d'intégrer ces enjeux dans leurs discussions du quotidien. Et c'est dans cette logique que nous, on a créé chez Bell le Bell Water Impact Tool, à l'image de ce qu'on a fait sur le carbone, dont l'objectif, c'est de mesurer l'empreinte eau à tous les niveaux, donc au niveau produit, marque, pays, pour permettre à chacun de comprendre son impact et sa dépendance à la ressource en eau. Et surtout, ça permet, encore une fois, vraiment de passer à l'action, de construire des plans d'action, d'intégrer l'eau dans les arbitrages business. Et on a voulu aller plus loin en embarquant nos clients, et c'est la raison pour laquelle on a fait certifier cet outil par Carbon Trust, pour pouvoir partager aussi ces données avec nos clients. Anne, est-ce que dans les relations que Veolia peut avoir, les échanges aussi avec notamment les gouvernements, les acteurs publics, tu as le sentiment que l'eau est en train de devenir, comme bien d'autres sujets, un sujet de souveraineté ? L'eau est d'abord et avant tout un sujet de résilience. Et donc, quand nos clients, en particulier des clients municipalités, regardent la réutilisation de l'eau, c'est avant tout pour pouvoir continuer à croître, à grandir, à s'alimenter, à gérer une vie industrielle. Ça devient un sujet de souveraineté, évidemment, quand on est dans des zones en forte tension, mais je le prendrais plutôt sous cet angle de résilience. Par exemple, au Brésil, à Vitória, où récemment, on a permis la réutilisation des eaux usées traitées. Anne Le Guenec, directrice des technologies de l'eau chez Veolia, dans un contexte où finalement chaque pays impose ses normes, où c'est à l'échelle régionale, en fonction des endroits sur Terre, chaque industriel aussi pose ses standards. Comment on réinjecte de l'eau potable dans un système mondial ?
Aujourd'hui, les technologies nous permettent de tout faire. Prendre n'importe quelle qualité d'eau et la traiter pour n'importe quel usage. C'est aujourd'hui assez remarquable de voir que technologiquement parlant, on peut utiliser de l'eau de mer, je le disais, de l'eau de rivière, mais aussi de l'eau industrielle ou de l'eau usée de stations d'épuration et en faire jusqu'à de l'eau ultra pure pour la pharmaceutique ou la microélectronique. Donc, les technologies aujourd'hui vraiment nous permettent de tout faire. Bien sûr, derrière, elles impliquent un modèle économique qui va être un petit peu différent. Mais ce ne sont pas les normes ou les réglementations qui nous freinent aujourd'hui. Bien sûr, on s'adapte en fonction des pays à ces réglementations, on s'adapte à tous les standards industriels et certains industriels comme Bell les déploient partout de la même façon. La seule contrainte, c'est plutôt de trouver le bon équilibre économique et c'est pour ça qu'on revient sur la mesure du risque et le regard sur un investissement long terme. Merci Flora Schmittlin, responsable RSE Climat ou Biodiversité du groupe Bell. Merci aussi à toi Anne Le Guenec, directrice des technologies de l'eau chez Veolia. Et puis à toi Fabien Bonicel, directeur des technologies climatiques et environnementales chez Capgemini Engineering. Alors si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, puis à partager cet épisode avec votre entourage. Vous pouvez aussi aller écouter Trajectoire, l'émission d'Objectif Tech présentée par Delphine Le Garlès qui aborde le sujet de la transition numérique. À très bientôt pour un nouveau numéro de Durable, une émission de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.